Alors bonsoir et bienvenue pour cette première table ronde du marché off et du week-end où il sera question de sensibilisation à l'environnement, de transition écologique, de conscience écologique, mais aussi de justice sociale. Alors, est-ce la fin de l'abondance? Est-ce que la fin de l'abondance est pour bientôt? Est-ce que la fin de l'abondance passera-t-elle par une lutte pour le vivant? Nos trois invités ce soir vont tenter de nous éclairer et de répondre à cette question. Alors, je vais partir du centre, et ni de la gauche ni de la droite. Je vais présenter Zoé Marie, qui est porte-parole d'Alternativa Strasbourg, mais qui est aussi membre de l'intercollectif Strasbourg Action Climat. Maurice Vince, qui est maître de conférence en sociologie à l'UNISTRA, ancien président d'Alsace Nature et aussi, j'ai lu ça quelque part, pilote du réseau Nature. Maurice Vince, vous pourrez nous expliquer aussi qu'est-ce que c'est que ce réseau Nature. D'accord, bah on le complétera. Et juste sur ma gauche, Arnaud Schwartz, qui est président de France Nature Environnement depuis 2020. Avant de parler d'abondance, de sobriété, de décroissance, etc., je voulais un petit peu vous faire réagir sur la COP27 qui s'est terminée il y a tout juste une semaine et avec de honteuses conclusions, on va dire. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'il fallait s'attendre à autre chose? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous êtes modérément content? Non, mais je peux commencer. J'ai envie de dire que on est déçus parce que, comme d'habitude, on aimerait bien que ça change. Après, je ne sais pas si on s'attendait à grand-chose. D'ailleurs, on en a très peu parlé, en fait, de cette COP. Le reste de l'actualité a pris beaucoup de place. Et je crois qu'au niveau militant, on a aussi cette sensation que, de toute façon, il faut arrêter d'attendre les temps politiques internationaux, parce que, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, on le voit bien. Même quand les accords, comme à Paris en 2015, même quand les accords de la COP étaient hyper intéressants, en fait, les pays s'en sont jamais réellement saisis, alors qu'ils se sont individuellement engagés à respecter les accords d'ici 2030. Donc j'ai envie de dire que les COP, maintenant, bien sûr qu'on les suit, et bien sûr que toute petite portion de pouvoir qu'on pourra grappiller, on le récupérera, mais on n'attend pas que ça pour agir. Maurice, Vince? Oui, peut-être en deux mots. Je crois que le problème, c'est qu'on n'arrive même plus à être déçu parce qu'on a tellement été habitué à ce que ça n'avance pas assez vite par rapport aux enjeux que voilà, c'est un peu ça le constat qu'on peut faire. Alors, il ne peut pas être complètement négatif, il y a quand même des prises de conscience qui avancent. Les États commencent quand même progressivement à prendre conscience de l'urgence de la situation et de l'ampleur des transformations qui sont en train de se passer à l'échelle de la planète. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de parler de crise. On n'est pas dans une situation de crise où on connaît des petits pics d'affolement et après on revient à une situation normale. On est dans une grande transformation qui est en train de se passer sous nos yeux et dont on ne sait pas quand elle va s'arrêter. C'est vraiment ça la situation dans laquelle nous sommes. Et le fait que ça n'avance pas vite, ça montre qu'on est encore dans des systèmes socio-économiques globalement qui ont beaucoup de mal à se transformer parce qu'on est dans des logiques idéologiques encore très orientées autour de la croissance économique matérielle qui serait la solution à tous nos problèmes. Et ça, c'est complexe à changer, à transformer compte tenu des structures sociopolitiques, socio-économiques qui sont en place. Donc il faut continuer évidemment le plus possible à faire pression sur les gouvernements et sur les acteurs économiques pour que ces changements viennent plus vite. Il y a des choses qui sont en place, mais il faudrait que ça aille beaucoup plus vite. Arnaud Schwartz, une réaction? Oui. On a un point de gagné quand même lors de cette COP, c'est la reconnaissance de pays qui sont parmi les nôtres les plus responsables des impacts déjà actuels du dérèglement climatique. Du fait qu'ils ont besoin de financer les dommages qui se produisent déjà chez les plus vulnérables aujourd'hui. Donc ça, il a été question de pertes et préjudices. Donc c'est une nouveauté, il va falloir créer le fonds, il va falloir l'alimenter et veiller à ce qu'il soit utilisé à bon escient.
Alors, ça ne dédouane pas les pays, les nôtres, et puis les plus vulnérables, et tous ceux qui sont entre, de réduire massivement leurs émissions beaucoup plus vite qu'ils le font pour l'instant. Ils ne sont pas au rendez-vous. Enfin, il y a 20 pays à l'heure actuelle dans le monde qui sont en train de réduire leurs émissions. C'est proprement ridicule. Bon, la France en fait partie, mais elle n'est pas championne pour autant. Hein. Elle est même la plus mauvaise de la classe quand on regarde, par exemple, les objectifs d'énergie renouvelable au niveau européen. Elle est en retard. Les autres sont à peu près respectueux, donc on n'a pas non plus, enfin il y a du plus et du moins. Deux points qui nous manquent notamment sur cette COP, c'est le lien fort qu'il faudrait faire entre biodiversité et climat. Parce que les solutions fondées sur la nature, la protection de la biodiversité, c'est la plupart du temps ce qui coûte le moins cher. Si on revient à ce que disait Maurice par rapport au dogme de la croissance économique et le poids de l'économie sur nos vies, même si on regarde les choses sous cet angle-là, c'est ce qui coûte le moins cher et c'est ce qui répond le plus efficacement au dérèglement du climat. On a besoin du reste de la nature pour encaisser les chocs à venir et donc là on commence déjà quelque part à aller dans le sens de la question que tu posais tout à l'heure par rapport à est-ce qu'il va y avoir une lutte autour du vivant par rapport à cette fin de l'abondance, si tant est qu'il y en ait une, on va y revenir. Et donc premier point qui nous manque, c'est ce lien plus fort à faire entre biodiversité et climat. On protégera les deux ensemble ou on ratera le coche, quoi, hein. C'est vraiment, faut pas s'intéresser qu'au climat, sinon on risque de mettre en place des solutions qui vont dézinguer le reste du vivant et nous on y passera avec parce qu'on est proprement lié à toutes les autres espèces. Le deuxième point qui manque très fortement dans ces COP, je finis là-dessus, c'est d'acter le fait qu'on arrête d'exploiter les énergies fossiles ou qu'on commence à diminuer l'exploitation et qu'on n'en met pas de nouveaux outils de production en service. Ça, on n'y est pas du tout. Et c'est proprement scandaleux quand on regarde ce que dit la science. Donc, on a un gros souci de ce côté-là. Et on voit bien qu'il y a des lobbies qui sont encore très, très forts. Alors, pour rebondir un petit peu sur cette notion tu viens de l'aborder, d'habitabilité de la Terre, pour rebondir sur un texte de Philippe Descola, comment il faut s'y prendre aujourd'hui pour affaiblir ce monde dont vous parlez en fait et laisser émerger d'autres mondes possibles, d'autres alternatives plus égalitaires dans ce lien entre les non-humains et les humains, pour reprendre encore une autre notion de Philippe Descola, mais creusée par Bruno Latour, par Baptiste Morisot et consorts. Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que ça passe par la fin tu l'as dit, de ce système productiviste aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez, de là où vous êtes, des émergences qui soient politiques au sens citoyen aussi ? On refait en sens inverse. Rapidement, on a besoin de questionner ce qui pèse, ce qui domine, les idées à l'emporte-pièce, les dogmes, les croyances qui mettent des freins sur les transformations nécessaires. Il faut qu'on déconstruise les pensées dominantes. Donc faisons ça, donnons des outils d'autodéfense intellectuelle aux uns et aux autres. Faut qu'on développe beaucoup plus une forme d'éducation populaire, d'esprit critique. Être un peu moins dans la posture de on sait, on a la vérité, on va vous dire et derrière il faut faire. Non, c'est questionnons, obligeons ceux qui se prétendent être responsables à justement apporter des réponses aux questions qu'on pose, à la déconstruction qu'on peut faire des idées dominantes. Et puis à côté de ça, agissons concrètement, le plus localement possible. Donc je reprends une vieille expression, penser global, agir local. Ça fonctionne toujours. Alors, je compléterai juste ce que dit Arnaud. Comment, dans cette idée de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, embarquer tout le monde, c'est-à-dire les gens des centres-villes, comme les gens des périphéries, les gens qui sont en périurbain, les gens qui sont à la campagne, voilà, puisqu'il s'agit évidemment de cette notion d'habitabilité. Alors, moi je suis
je parle depuis le point de vue d'une militante et donc forcément j'y vois tous ces petits îlots de résistance qui existent déjà, et pour moi, pour embarquer tout le monde, en fait il faut les multiplier, ces îlots de résistance. C'est pas forcément intéressant que ce soit nous qui créions des gros groupes centralisés de militants et qui allons chercher tout le monde, etc. Moi je crois plutôt dans le fait que nous on puisse structurer des groupes, aller voir du monde, proposer aux personnes qui sont dans d'autres quartiers, à la campagne, dans les villages qu'on connaît pas, on vous aide, on discute, on est en lien, on mutualise des outils, des informations, des agendas. On a un super outil qui s'appelle Transiscope, qui est une carte en ligne qui permet de référencer plein d'alternatives et qui pourrait aller beaucoup plus loin au niveau de l'ambition militante. Et ouais, je crois beaucoup à cette idée de pouvoir vraiment essaimer absolument partout dans le territoire et finir par quadriller suffisamment pour pouvoir parler de ces sujets-là et commencer à changer l'imaginaire sur de l'ultra-local à des endroits où les gens ils seront légitimes plutôt que d'aller les voir. Et nous, on est urbains, qu'est-ce qu'on va aller expliquer aux gens qui habitent dans les Vosges comment est-ce qu'il faut qu'ils transforment leurs habitudes. Donc je crois déjà beaucoup à ça, et je crois justement aussi beaucoup à des nouveaux récits et à l'importance de provoquer d'autres imaginaires sur en fait le changement écologique. Il n'est pas forcément terriblement violent, cauchemardesque, effondrement, les films horribles là, genre 2012 ou quoi. Et il peut nous faire un gain en fait de bonheur si on réfléchit au PIB, au produit national, au bonheur national brut, qui était une réponse au PIB à l'époque pour la production économique. Il y a un peu ce truc de retrouver en fait du plaisir, même si on habitera sûrement avec moins de confort que dans les années qu'on vient de vivre, et qu'il faudra qu'on s'y habitue aussi. Avant que Maurice prenne la parole, juste pour compléter encore, c'est le marché de Noël à Strasbourg, hein, comme cette société d'hyperconsommation aussi, qui invente aussi un récit avec la fétichisation de la marchandise, voilà, etc. Comment on sort de ça aussi, puisqu'il y a c'est un contre-récit qu'il faut créer. Comment on embarque effectivement pour compléter je sais pas, l'idée serait peut-être d'aller chercher quelqu'un dehors et lui dire bon, il faudrait que tu consommes un peu moins. Comment on fait, voilà, concrètement? Ouais, c'est évidemment une question difficile parce que le modèle dans lequel on est donne envie à plein de gens, hein, parce que c'est très facile, parce que on a l'impression qu'on peut acheter du bonheur comme ça, du bien-être en dépensant des choses, hein. Donc c'est quelque chose de très 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 compliqué à combattre, parce que nous sommes justement dans cette société d'hyperconsommation. Alors il faut juste relativiser un petit peu. Quand on parle de société d'abondance, ça dépend d'abondance pour qui. Quand on regarde, évidemment ça c'est connu, hein, quand on regarde la répartition de la richesse à l'échelle de la planète ou même à l'échelle de la France, on se rend compte qu'il y a 10% de la population qui détient 40% du patrimoine, hein, et 50% de la population qui en détient 1%. Donc c'est pas de l'abondance pour tout le monde. Cette société prétendument d'abondance, elle crée aussi de la pauvreté. Et elle crée beaucoup de pauvreté parce que les richesses sont évidemment extrêmement mal réparties. Ensuite, la question d'habitabilité, c'est aussi une question de définition des besoins. Et la définition des besoins, c'est quelque chose aussi d'assez compliqué, et quelque chose qui ne peut pas faire l'économie d'un débat social, d'un débat politique sur c'est quoi les besoins. C'est pas si simple que ça à définir, hein. Tu citais Descola, tu citais Bruno Latour. Il y a un ancien anthropologue qui est décédé entre-temps qui s'appelle Marshall Salins, qui a écrit ce bouquin Âge de pierre, âge d'abondance, qui montre que la question de l'abondance, c'est pas une question d'accumulation de biens, c'est une question d'adéquation entre les besoins que définit une société et la manière de couvrir ces besoins. Et quand on a peu de besoins, on a besoin de peu de biens matériels, et on peut être dans l'abondance avec peu de choses. Mais c'est une question de définition du niveau de besoin. Et ça, évidemment, c'est dans notre société du Black Friday qu'on entend depuis maintenant 15 jours un peu partout, c'est extrêmement compliqué. Mais on a aussi plein de contre-exemples d'initiatives de personnes, de citoyens, d'associations qui montrent qu'on peut vivre de façon agréable, de façon heureuse, sans accumuler en permanence de biens matériels. Donc, une des réponses, évidemment, c'est de s'appuyer sur ces initiatives-là et d'essayer de les diffuser le plus possible. Ça renvoie aussi, après j'arrête, ça renvoie aussi à la question des médias.
et de l'image que nous donnent les médias de notre société. Et quand on voit aujourd'hui à qui appartiennent la plupart des médias dominants, c'est pas étonnant qu'on soit dans un modèle dominant qui soit celui de cette hyperconsommation, parce qu'évidemment ça profite aux détenteurs des médias qui sont en gros les grandes multinationales, les grands détenteurs du capital. Donc ça veut aussi dire créer des systèmes d'information qui soient différents, qui soient alternatifs et qui arrivent à diffuser le plus possible pour faire contrepoids. C'est vraiment une guerre une guerre des cultures. On a besoin d'élaborer, ça c'est déjà en bonne partie fait, mais de faire connaître un modèle culturel, un contre-modèle culturel par rapport au modèle dominant, de créer des hétérotopies, c'est-à-dire de créer des expérimentations concrètes, locales, le plus possible pour montrer qu'un autre modèle est possible et comme ça, progressivement, peut-être gagner cette inversion de la tendance culturelle dont on a besoin. Alors le problème, c'est qu'il faut que ça aille vite. Par rapport à ça, on est aussi un petit peu, je veux dire, on nage en pleine schizophrénie, parce que finalement, il y a la COP27, il y a la Coupe du Monde qui démarre. Vous avez parlé du Black Friday, donc il y a le Green Friday, mais aussi la Semaine européenne de réduction des déchets en même temps. Moi, ma question, c'est, mais vous y avez répondu partiellement sur quels sont les leviers et comment ça peut se diffuser dans la société, outre les collectifs, puisqu'il est question aussi peut-être d'autonomisation citoyenne, et que, alors on l'entend, hein, puis bon, c'est quelquefois une injonction, ça commence par nous, hein, je vous rappelle, pareil. Alors que les principaux pollueurs, on les connaît aussi, mais on a l'impression que ça imprime pas, effectivement, dans les médias, qui donnent une version du récit. Enfin, certains médias, évidemment, pas tous les médias. On ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais voilà, donc quels seraient peut-être les leviers pour accélérer ceci, sachant qu'il y a aussi, on parle des médias, est-ce que les réseaux sociaux, qui jouent un grand rôle aujourd'hui, sont là-dedans, pour montrer une société peut-être plus sobre, plus décroissante. Allez, on va oser le... Est-ce que... J'y retourne. C'est facile, révolution, non? Non, mais plus sérieusement, moi, on parle de la partie individuelle, mais clairement, elle est à la fois nécessaire et absolument insuffisante. Et c'est aussi pour ça qu'on est militant, c'est que souvent, on commence par des actes individuels et on se rend compte que ça suffit pas, parce que ce qui fera changer les choses, c'est quand l'État changera directement et quand on aura un niveau gouvernemental qui prendra au moins, voire international, qui prendra réellement des mesures importantes. En 2020 et 2021, sur cet hiver-là, il y a 20% des Français qui ont dit qu'ils avaient froid dans leur logement. On sait que isoler des logements, par exemple, ça nous permet d'aller vers plus de sobriété et ça nous permet justement de limiter cette fin de l'abondance et de limiter notre perte de confort si on a des problèmes au niveau électrique, ce qui est quand même le cas. On est dans une crise au niveau de l'énergie qui est super importante. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? L'État ne fait à l'heure actuelle pas grand-chose, si ce n'est mettre des pulls avec des cols roulés. Ce qui est à la fois assez insupportable quand on sait qu'il y a déjà plein de gens qui ont froid et à la fois complètement inutile parce qu'en fait, on a besoin d'un grand plan de rénovation des logements très rapidement et des bâtiments publics d'ailleurs aussi. Donc clairement, tant qu'on n'aura pas une voie importante et ambitieuse au niveau étatique, on pourra pas avancer aussi rapidement que le veut l'urgence climatique. Et alors après, comment on fait pour que cet état change? C'est pareil, on revient au niveau militant, on revient à continuer de dire qu'on n'est pas d'accord, continuer de dire qu'il y a d'autres manières de faire, continuer de dire qu'on veut des lois, qu'on les veut importantes, qu'on les veut ambitieuses, qu'on les veut maintenant, continuer de renforcer des oppositions politiques, qu'elles soient partisanes ou apartisanes, et puis voilà, continuer d'aller dans le même sens, quoi. Pour compléter aussi, puisqu'il est question de gouvernance, le mot a été prononcé, est-ce qu'on va se diriger aussi vers des structures, un mix de structures étatiques et de territoires autonomes, par exemple, comme ça peut se voir, je sais pas, au Rojava, par exemple, dans le Kurdistan irakien, ou alors au Mexique, avec les zapatistes et le Chiapas. Est-ce que il faut penser fortement de nouveaux modèles de gouvernance, parce que finalement le politique aujourd'hui on voit qu'il agit peu, qu'il y a des structures supranationales qui décident à la place des États ou qui utilisent les États pour faire passer ce qu'ils veulent. Voilà, donc est-ce que il a aussi la question de gouvernance partagée et de commun, puisqu'on glisse gentiment sur les communs aussi, puisque la terre nous est commune.
l'eau nous est commune. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ne relèvent pas du privé en fait et qui ne peuvent pas être privatisées. Arnaud ? Question très facile, merci. En fait, juste pour... On va y répondre à 3. pour revenir, on va tâcher de s'entraider. C'est bien ça l'histoire, quoi. C'est serrer un peu les coudes. Oui, un travail de plaidoyer à poursuivre collectivement pour que ceux qui prétendent exercer le pouvoir le fassent dans le sens de l'intérêt général. Les communs, il faut pouvoir les transmettre de manière même valorisée, parce qu'on peut faire regagner du terrain à la biodiversité et du coup aussi à tout ce qu'elle nous apporte de bénéfique. Et donc derrière, c'est aussi qualité de vie, qualité de l'air, qualité de l'eau, etc. Et donc ce travail, oui, le poursuivre. Je complétais encore et je reviens à cette question ensuite en disant que, à titre individuel, ce qu'on peut quand même continuer de faire aussi, c'est le travail de bouche à oreille. Il y a des études qui ont démontré que les idées populistes, elles sont hyper efficaces sur les réseaux sociaux à l'ère de l'Internet. Et donc, c'est bien d'utiliser ces outils-là, nous aussi. Il ne faut pas déserter le terrain, évidemment. Mais il ne faut pas non plus croire que ça a trop d'importance ou y mettre trop de temps. Et plutôt consacrer une partie du temps précieux qu'on a, il est limité pour toutes et tous, aux bouche à oreille. Autour de nous, nos proches, nos collègues, etc. C'est aussi comme ça que les bonnes pratiques, les idées se renouvellent, évoluent. Et puis, en complément, donc questionner, je le redis, questionner les imaginaires ou les pensées dominantes pour en faire émerger d'autres. Et puis, par soi-même, sans forcément vouloir faire trop de bruit autour, ou collectivement, que ce soit les actions individuelles ou collectives, tâcher d'être exemplaire. Parce qu'il n'y a pas deux façons de convaincre, il n'y en a qu'une seule, c'est par l'exemplarité. Alors, pour en revenir à la question sur... les changements de gouvernance à différentes échelles ou l'articulation qu'il pourrait y avoir entre des échelles plus supra et des échelles plus infra. C'est assez difficile d'imaginer vers quoi on va ici. Pour l'instant, on est toujours un peu dans cette articulation entre une histoire de la France très centralisée et cette décentralisation de la fin du XXe siècle qui a du sens et que les territoires réclament aussi. Donc c'est à nous aussi, en tant qu'individus, en tant que collectif, de réclamer notre part dans la discussion à tous les échelons, si on veut faire vivre ça et si on veut améliorer le schmilblick. Je rappelle, il y a une convention qui s'appelle la Convention d'Aarhus, qui est internationale, que la France a signée et qu'elle est censée appliquer, en tout cas au sein du mouvement France Nature Environnement, dont on fait tous partie ici. On s'évertue à faire vivre ces trois piliers, c'est l'accès à l'information, c'est la participation aux décisions et l'accès à la justice en matière environnementale. Ces trois éléments sont super importants et nous, on demandera toujours plus de transparence, plus d'informations sur ce qui nous concerne, plus de possibilités de participer aux décisions et de l'accès à la justice s'il faut pour faire respecter le droit quand ce n'est pas le cas. Ça, c'est hyper important si on veut faire progresser aussi les élus dans leur exercice ou les fonctionnaires, parce que il y a aussi dans la technostructure parfois des sources de blocage. Maurice ? Oui, alors je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Arnaud sur la question de bouche à oreille. Ça me semble très très important parce qu'on sait que les réseaux sociaux créent de l'entre-soi. Finalement, on suit les trucs qui pensent comme nous, en gros, alors que les relations interpersonnelles permettent un peu de casser un petit peu. On est aussi beaucoup dans l'entre-soi, dans les relations personnelles, mais on peut aussi avoir des contacts au bistrot, je sais pas où, avec d'autres personnes. Et la force de conviction est bien entendu plus importante quand c'est dans des relations interpersonnelles et qu'on peut s'appuyer sur des choses concrètes, etc. Donc ça, c'est un élément très important. On est un peu je pense qu'il faut qu'on se voit un peu comme des missionnaires de cet enjeu-là, d'une certaine façon. Alors, je mets peut-être missionnaire entre guillemets, mais c'est un peu ça l'idée. Il faut qu'on arrive, à travers l'exemplarité, aussi à faire diffuser ces idées. Ensuite, par rapport à ce que tu disais sur les questions de gouvernance, je reviens à cette idée d'hétérotopie. Pour l'instant, ces hétérotopies existent, globalement, si on reste à l'échelle européenne française, mais ça reste à des échelles très petites.
Et il faut peut-être gagner en masse critique par rapport à ces hétérotopies. Et peut-être une des pistes sur lesquelles on peut peut-être essayer de travailler, c'est d'essayer d'embarquer des collectivités, peut-être des petites collectivités locales, territoriales, vers ces hétérotopies pour gagner un peu en masse critique. Ça peut être peut-être des Comcom qui peuvent bouger, qui peuvent gagner un petit peu en autonomie, qui peuvent s'organiser pour essayer de sortir un petit peu ce modèle de mainstream qui nous emmène dans le mur. Peut-être des villes aussi, parce qu'on voit aussi aujourd'hui que alors que les États sont des structures extrêmement lourdes à faire bouger, les villes sont beaucoup plus souples de ce point de vue-là. Et on a vu là récemment en France qu'il y a des villes qui ont changé de responsables politiques. C'est peut-être aussi des endroits, des systèmes sur lesquels on peut s'appuyer pour faire bouger un petit peu les choses plus rapidement et ensuite faire en sorte que l'État soit obligé de suivre d'une certaine façon. Quand on regarde la révolution industrielle, il n'y a pas une personne qui a décidé allez hop, on va faire une révolution industrielle et on va tous y aller. Ça s'est fait parce qu'il y a eu des choses qui sont passées à plein d'endroits différents, qui ont gagné en masse critique et qui ont embarqué finalement toute la société dans son ensemble. Donc ce qu'on doit faire, c'est la même chose, mais dans un autre sens. Et donc créer des masses critiques locales et à plein d'endroits différents pour embarquer le système dans une autre direction. Voilà. Est-ce que le modèle des ZAD pourrait être... puisque voilà, il y a Notre-Dame-des-Landes, voilà, comme chacun sait, puis pas très loin d'ici, à Colpsheim, il y a aussi une ZAD. Il y a des ZAD qui se créent aussi, je crois que c'est dans le Bordelais. Est-ce que ça peut être un modèle, justement, ou est-ce que justement avec... alors, Notre-Dame-des-Landes, c'est un petit peu ambigu, mais en fait, on a quand même voulu ne pas montrer qu'un système pouvait fonctionner quand même à petite échelle. Donc comme tu le disais, peut-être que l'échelle du territoire est la bonne échelle, mais en tout cas, voilà, est-ce que des gens qui se mettent ensemble, qui réfléchissent ensemble, qui sont capables de faire des tas de choses, est-ce que c'est un modèle à suivre parmi d'autres, évidemment ? Moi, je crois beaucoup à la diversité des modes de lutte, en fait. Et je pense que la ZAD est un super modèle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des ZAD partout ? Peut-être si ça plaît aux personnes qui sont là et qui ont envie de modifier leur territoire, mais au final, laissons les personnes qui sont sur le territoire les modifier comme elles le veulent. C'est aussi comme ça qu'on récupérera tout le monde, ou en tout cas le plus de monde possible. Et ça me fait penser aussi que typiquement, souvent les ZAD, elles ont quand même globalement été dans des espaces de campagne et dans des espaces qui ne sont pas la ville. Et la ville, pour la transformer, on a beaucoup de travail parce que nos villes à l'heure actuelle, elles ne sont pas autonomes, ni au niveau de l'alimentation, ni au niveau de l'énergie, ni au niveau des transports. Enfin, il y a énormément de choses à réinventer. Il y a aussi énormément de solutions qui existent déjà, qui sont super intéressantes. Et ce ne sont pas les mêmes personnes qui habitent en ville que des personnes qui vont s'installer sur une ZAD, qui en plus, dans la notion de zone à défendre, il y a aussi la notion de protection, souvent de zones naturelles ou agricoles, qui font que forcément ils s'installent d'une manière différente, puisqu'il faut respecter la nature, là où en ville, typiquement, on n'aurait pas tout à fait le même aspect, parce qu'il faudrait peut-être replanter ou alors sauver ce qui existe déjà, mais... il n'en reste plus grand-chose. Donc moi je pense surtout qu'il faut s'autoriser à inventer des modèles, aller au-delà de la ZAD, faire d'autres noms sympas comme ça pour l'inventer, notamment en ville, notamment dans d'autres espaces où c'est pas le problème au départ. Alors, je compléterai un tout petit peu ce que tu viens de dire. Il y a plusieurs anthropologues, sociologues, notamment Guillaume Faburel, qui travaille avec d'autres personnes sur la désurbanisation, en fait, et sortir effectivement et cette problématique d'échelle pour réhabiter les territoires ruraux. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui peut être dans les... puisque les villes, effectivement, elles deviennent de moins en moins autonomes, de plus en plus dépendantes de ce qui les entoure. Est-ce que ça peut être aussi un cap à suivre, une route à creuser ? Ouais, mais c'en est une. C'en est une que de plus en plus de personnes suivent. Et cette route, elle est prise un peu partout, donc dans tous les territoires. En Alsace, c'est peut-être un peu plus compliqué, le coût de l'immobilier, du foncier étant ce qu'il est. Mais il y a quand même beaucoup d'anciennes fermes, de grandes maisons à la campagne qui sont réinvesties par des familles ou collectivement
pour créer des modes de vie. Alors c'est là où on peut voir quelque chose de similaire avec ce qui se passe dans les ZAD, où il y a souvent un foisonnement créatif très fort entre différents enjeux sociaux et environnementaux, avec la touche de créativité en plus. Ça donne l'invention de nouveaux modes de vie qui sont moins fondés sur l'argent, et beaucoup plus sur les liens. Alors après, on a besoin de trouver un équilibre toujours encore. On n'est pas non plus dans un pays dont l'administration serait effondrée et où il n'y a plus personne qui vient vous demander son dû. Il y a des factures à payer ou des impôts à droite à gauche. Donc il faut trouver un équilibre, mais avec un peu de solidarité. À notre époque, on a quand même encore pas mal de potentiel et on peut mettre en culture les germes de l'avenir maintenant, quoi. C'est dans les années qui viennent que c'est peut-être encore le plus facile à faire. Ensuite, on ne sait pas trop vers où on va. Est-ce que ça va tenir et est-ce qu'on arrivera à transformer tout ça de façon très très positive, ou est-ce qu'on passera par des moments plus difficiles? Parce qu'une des questions d'aujourd'hui par rapport à l'abondance, fin de l'abondance ou pas, Maurice l'a déjà un peu souligné, c'est l'abondance pour qui, et à quel sujet. Une des questions, c'est aussi fin du monde, fin du mois, quoi, comment on relie les deux, et on risque, si on lève pas certains freins, certaines idées qui écrasent tout, et donc si on laisse se poursuivre la tendance à l'enrichissement d'une minorité, forcément ça va faire de plus en plus de vulnérabilité par ailleurs. Et là, on aura peut-être du mal à développer des alternatives de façon pacifique. On passera peut-être par d'autres formes de lutte à un moment donné, qu'on le veuille ou non, quoi. C'est quand même un des risques qui se présente devant nous. Peut-être un mot sur les ZAD. Alors c'est des expérimentations qui sont très intéressantes, mais il y en a d'autres. Et on parlait d'imaginaire tout au début. Les ZAD, ça permet de créer des imaginaires sur le fait que d'autres rapports au monde sont possibles, que d'autres façons de vivre ensemble sont possibles, etc. Donc dans ce sens-là, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle qui peut être reproduit partout. Il a son histoire, c'est lié à des luttes contre des projets, et c'est extrêmement important qu'il y ait ce type de lutte, avec une volonté de montrer que encore une fois, d'autres formes de rapport au monde sont possibles. C'est très intéressant. Après, il faut aussi il ne faut pas tout jeter dans ce que notre société a produit. Elle a aussi produit le droit du respect à l'individu et des règles communes qui doivent s'appliquer partout. Il faut qu'on fasse attention dans des expérimentations communautaires qu'on ne sorte pas du droit commun qui s'applique à tout le monde, notamment du respect à la personne. On a aussi des expérimentations communautaires qui sont terminées de façon extrêmement difficile pour des personnes, avec des gourous qui émergent et qui font leurs propres lois et qui sortent complètement du champ. Et ça, on ne peut pas se permettre. Ça, il faut vraiment faire très attention. Donc, soyons aussi attentifs à maintenir un certain nombre d'acquis qui sont liés à l'évolution de notre société occidentale et de ne pas tout jeter. Après, un petit mot sur la question des villes. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont les espaces ruraux qui gagnent de la population en termes de solde migratoire. Ce n'est pas les villes. Donc, on a une tendance qui est depuis les années 80 à peu près, où les gens sortent de la ville pour s'installer à la campagne. Alors, il faut voir dans quel contexte, dans quelles conditions, avec quelles possibilités d'autonomie, et ça c'est très compliqué, mais on a ce phénomène de désir de campagne d'une certaine façon qui existe. Après, les villes en tant que telles, encore une fois, je pense que ce sont des outils politiques qui sont intéressants parce qu'ils ont la capacité, il y a une inventivité dans la ville qu'on n'a pas dans d'autres formes de structures, donc il faut essayer de s'appuyer là-dessus, et il faut jouer avec ça. Après, sur la question de l'autonomie, les villes ne seront jamais autonomes, c'est impossible sur leur territoire. Elles sont toujours dépendantes d'un hinterland qui soit à proximité ou qui soit à l'autre bout du monde, comme c'est le cas aujourd'hui, pour toute une série de produits qui alimentent la ville, mais qui viennent de socio-écosystèmes qui sont extrêmement lointains, qu'on ne connaît pas la plupart du temps. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'on arrivera à créer des villes complètement autonomes dans les contextes actuels, et surtout pas avec les besoins matériels que nous avons aujourd'hui dans nos modes de vie. Juste, si tu permets encore une petite référence, on a
pour qualifier ou quantifier plutôt notre façon de vivre par rapport à l'environnement dont nous tirons toutes nos ressources. Arnaud l'a dit au début, nous ne vivons pas sans la nature. Nous ne pouvons rien créer matériellement en tant qu'humains. Nous ne faisons que ponctionner des éléments dans la nature, les transformer pour les rendre utiles à nos propres besoins. C'est tout ce que nous savons faire. Et rejeter les déchets qu'on ne peut plus utiliser dans la nature. Et ça s'appelle le métabolisme. Et quand on regarde des auteurs qui ont travaillé là-dessus, ils ont en fait défini 3 types de métabolisme qui existent encore aujourd'hui sur nos planètes, qui cohabitent. C'est le métabolisme de la chasse-cueillette, hein, avec des besoins extrêmement faibles, hein, et avec des sociétés qui, elles, sont durables. Elles sont là depuis des millions d'années, elles sont toujours là. On a le métabolisme agraire qui correspond à la révolution néolithique. On a commencé à domestiquer la nature et, soit dit en passant, à inventer le travail. On a inventé le travail pour domestiquer la nature. Hein. Et donc plus on travaille, plus on va en fait mettre pression sur la nature. Si on veut relâcher la bride à la nature, il faut au moins travailler globalement dans nos sociétés. Hein. C'est aussi simple que ça. Enfin c'est compliqué, mais c'est aussi simple que ça dans l'idée. Et puis le 3e métabolisme, c'est le métabolisme industriel qui correspond à la ponction d'énergie fossile, c'est-à-dire de l'énergie solaire ancienne, hein, qu'on a recherchée, ressortie du sol. Alors, et quand on regarde, ça a été quantifié, les besoins matériels de ces 3 types de métabolisme, on est passé, pour le métabolisme chasse-cueillette, à 1 tonne de consommation de matière par personne et par an, aujourd'hui à 20 tonnes, en moyenne au niveau mondial. Ici en France, on est à 40 tonnes par personne et par an de matériaux qu'on mobilise dans la nature pour assurer nos propres besoins. Et donc on voit immédiatement que ce truc-là n'est pas tenable à long terme. Et donc on a besoin, si on veut vivre de façon à peu près durable sur cette planète, on a besoin de réduire significativement ce métabolisme. Et ça passe effectivement par une autre approche culturelle de ce que sont nos besoins et de la manière dont nous allons ponctionner ces besoins dans la nature. Il y a aussi différentes manières. On peut avoir une manière très prédatrice, destructrice, hein, prendre l'exemple de l'agriculture industrielle, et on peut aussi avoir une manière qui soit beaucoup plus respectueuse des écosystèmes avec l'agriculture bio, la permaculture, des choses comme ça. Mais ça passe nécessairement par une réduction de ce métabolisme industriel et une réduction du travail, de ce que nous faisons en permanence, parce que plus nous travaillons, plus nous ponctionnons des ressources dans la nature. Et ça, c'est encore une fois un problème culturel de contre-culture que nous avons besoin d'élaborer et de diffuser. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être vous donner la parole, je ne vous vois pas trop, j'ai les projecteurs dans la figure. Est-ce que vous avez des questions? Je vois une main à droite qui se lève. Lui tendre le micro parce que vu que c'est rediffusé, pour que les gens ils entendent sa question, à moins que tu la... Oui, ma question, on est sur un marché voilà, de l'économie responsable, un marché d'économie sociale et solidaire. Et moi, je voulais savoir si vous avez déjà, ou dans vos recherches, ou dans vos actions, fait des liens entre qu'est-ce que donc cette économie sociale et solidaire, elle est assez reconnue comme étant plutôt vertueuse, ayant plutôt une action voilà, qui peut être bonne. D'ailleurs, vous en faites partie puisque vous êtes dans des associations. Mais finalement, elle n'est pas forcément reconnue par les puissances publiques comme étant un levier d'action si important. Enfin, en tout cas, moi je trouve, et mon constat, c'est que ce n'est pas assez souvent reconnu. Qu'est-ce qui pourrait être fait de plus? Est-ce que vous avez des exemples de réussite? Parce que si à un moment donné on veut aller vers un changement de système, on a besoin de s'appuyer les uns sur les autres. Comment on arrive à faire corps pour aller plus loin? Et est-ce que vous avez des exemples et des idées là-dessus? Parce que moi, ça fait partie de mes réflexions actuelles et j'ai un peu du mal à avancer. Merci. Je peux peut-être tenter un élément de réponse alors, en citant quelque chose qui a malheureusement un petit peu avorté, mais je crois que dans cette idée de constituer une force sociale qui soit suffisamment importante pour introduire ce changement culturel et qui soit aussi suffisamment consciente d'elle-même, je crois que c'est un des problèmes qu'on a, c'est que quand on regarde toutes les initiatives qui existent partout, il y en a énormément, il y en a beaucoup, et c'est peut-être même quelque chose qui est majoritaire dans la population par rapport à d'autres initiatives, sauf que c'est pas tenu par les gens qui sont au pouvoir. Mais il y en a énormément. Le problème,
problème peut-être, c'est que toutes ces initiatives ne sont pas conscientes de la force qu'elles représentent et qu'elles ne sont pas suffisamment connectées. Quand on regarde l'histoire du monde associatif, on a eu les mouvements autour de problématiques plutôt sociales, hein, qui ont existé, Emmaüs ou d'autres, et puis on a eu les mouvements de protection de la nature. Et pendant longtemps, ces deux types de mouvements, pour ne prendre que ces deux-là, se sont peu parlé, étaient culturellement peu prêts à prendre en compte les enjeux des autres et réciproquement. Je crois qu'aujourd'hui, on est conscient de ça et on est prêt à se parler. On avait essayé de créer en Alsace cette initiative qui s'appelait Acte Alsace, avec Emmaüs, avec Alsace Nature, avec d'autres structures, et culturellement, on s'est rendu compte qu'on était très proches, hein, et qu'on pouvait essayer d'articuler ces différentes thématiques, la question de la protection de la nature, de l'environnement, la question du social, la question de la solidarité, etc. Et tout ça, on est mûr aujourd'hui pour ça, en tout cas intellectuellement. Maintenant, la difficulté, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on arrive concrètement à mettre en œuvre des instances qui permettent de coordonner davantage, mieux, de façon plus large, toutes ces initiatives pour justement donner davantage de corps à ces initiatives. Je pense qu'une des clés, c'est pas la seule évidemment, mais une des clés, c'est ça. C'est que nous prenions conscience que nous appartenons à un même mouvement qui privilégie la solidarité, la coopération, le respect du vivant, et que ça, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant, mais que nous arrivions à créer les structures, les relations, les liens, les réseaux pour que tout ça, ça prenne un vrai corps et que ça forme un vrai corps social actif et qui soit capable de faire bouger un petit peu les choses. Ouais, ça me donne aussi l'interrogation suivante, qui est celle que j'ai systématiquement quand je réfléchis à l'ESS, qui est que l'ESS, c'est justement une part de nos pratiques économiques et des entreprises, et nos entreprises à l'heure actuelle, et même celles de l'ESS, en tout cas celles qui sont pas en coopérative ou en association, etc., sont prises dans les engrenages du capitalisme et donc de la croissance sans fin. Et donc malheureusement, je pense que ça peut desservir aussi, et je pense que c'est difficile pour les entreprises de l'ESS de allier ce besoin d'être dans le système économique classique aussi, parce qu'en fait il faut qu'elles tiennent le coup face à des concurrents qui ne font pas partie de l'USS, donc qui ont déjà moins de difficultés et se mettent déjà moins de valeurs, etc. Et en même temps allier les valeurs justement qui sont souvent des valeurs humaines, écologiques, etc. Et je pense que c'est une difficulté hyper importante. Moi, ma réponse, ce serait justement de transformer nos gouvernances pour qu'il y ait moins d'entreprises classiques, de type de société, société anonyme, etc., et plus typiquement de coopératives, et qu'on transforme nos manières de travailler pour qu'on arrive vers une économie qui ne soit plus l'économie capitaliste telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, et qu'on sorte aussi de la valeur croissance, profit, etc., pour aller vers d'autres valeurs qu'on se posera ensemble, si on en a envie. Et je me dis, alors je partage complètement le besoin du réseau aussi, et notamment du réseau, en tant que militant on dit intersectionnel, donc le besoin aussi de discuter avec des personnes qui ne sont pas dans les mêmes espaces que nous. Typiquement entre entreprises et collectifs militants, on a parfois tendance à ne pas y aller, et pourtant c'est hyper intéressant aussi de comparer nos pratiques et de discuter ensemble, notamment quand c'est l'ESS, et parce que les entreprises ne vont pas disparaître demain, donc on a aussi besoin qu'elles se transforment au niveau écologique. Donc voilà, plein de pistes qui sont pas simples et qui pour moi touchent au système, parce que si on rentre dans le système de croissance, forcément on est bloqué par le mode de la concurrence actuelle et de l'utilisation des ressources actuelles. Sur cette ESS, économie sociale et solidaire, si on veut l'encourager, effectivement, on peut transformer les entreprises, on peut en créer, on peut aussi les soutenir à titre individuel, on peut choisir où on met notre argent. Et à titre collectif, il y a aussi des leviers, notamment celui de la fiscalité. On pourrait encourager, entre guillemets, les bons élèves, avec une fiscalité allégée, et au contraire faire payer plus cher ceux qui impactent l'environnement, la société de façon négative. Enfin, c'est un principe qui est très peu appliqué, principe pollueur-payeur notamment.
qui devrait l'être beaucoup plus, parce qu'on a tendance à se dédouaner facilement sur des populations ou des écosystèmes à l'étranger notamment, qu'on met sous pression, qu'on détruit. Et ça, c'est pas compris dans le tarif qui est payé au final, alors que localement, près de chez nous, il y a des boîtes qui font du super bon boulot avec du personnel qu'on essaie de payer correctement dans des règles, le respect de la personne, etc. Maurice l'évoquait avant pour dire, oh là, attention aussi sur les modes de vie collectifs ou autres, mais c'est valable aussi en entreprise. Et du coup, oui, on pourrait aussi chercher à faire évoluer beaucoup plus, mais on le fait, faire évoluer le cadre fiscal, entre autres. Et pour ça, je vous invite toutes et tous à aller voir sur le site du Sénat. On vient de déposer une pétition, il faut atteindre 100 000 signatures d'ici au printemps prochain. C'est pour taxer les super profits, parce que le gouvernement, il va pas très loin dans ce qu'il propose. Certes, au niveau européen, ils ont été obligés d'en parler parce que ça fait un peu scandale dans tous les pays les derniers temps, avec notamment des grosses boîtes qui continuent à produire du pétrole, du gaz, etc. et à le vendre très très cher. Elles ont fait d'énormes bénéfices les derniers temps. Et on dit que c'est totalement anormal. Déjà, en temps normal, elles ne sont pas assez taxées, mais là, c'est encore pire que tout. Et du coup, il faut taxer ces super profits. On n'est pas excessif dans notre demande, loin de là. Et pourtant, c'est pas repris. Donc, allez voir la pétition si le cœur vous en dit. Et puis si ça vous semble raisonnable, ce qu'on propose, signez, faites-la connaître. On a besoin de 100 000 signatures d'ici au printemps prochain. Cette pétition, elle a été déposée avec un collectif d'associations, de syndicats, d'organisations qui sont actives dans la solidarité locale, la solidarité internationale, la protection de l'environnement et le syndicalisme pour les travailleurs. C'est le collectif Plus Jamais Ça. Et je vous encourage vivement à aller voir ce qu'on a mis là en ligne sur le site du Sénat cette fin de semaine. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors voilà, nous cet après-midi, on a fait un atelier d'écriture collective qu'on appelle l'éco-fiction, peut-être on en entendait parler, où on essaye d'imaginer collectivement une sortie peut-être plutôt positive et désirable au réchauffement climatique. Et alors, aujourd'hui, on a essayé de le teinter un peu sur la question de l'abondance et de la sobriété. Et une de nos contraintes, parce que c'est un récit qu'on construit avec des contraintes qu'on choisit collectivement aussi, une des contraintes, c'était qu'il n'y avait de l'électricité plus qu'un seul jour par semaine. Et au cours du récit, nos personnages se sont posé la question qui est pour l'abaissement de l'électricité de 1 à 1 demi-journée par semaine. Voilà. Et je voulais un peu savoir comment ça vous faisait réagir, qu'est-ce que ça veut dire en fait de la gestion de l'énergie peut-être, et de la sobriété. Voilà, merci. Moi, si ça vous intéresse de vivre concrètement la chose et que vous avez le temps pour pas trop impacter avec votre bilan carbone, l'atmosphère, tout ça, prenez le bateau, allez en Haïti, quoi. Il y a peut-être d'autres endroits où vous pouvez aller, puis même vous pouvez faire l'expérience ici, tout court, vous pouvez décider de tout débrancher. Et tester ça, mais il y a des endroits où les gens le vivent déjà réellement et où ils ont quasiment jamais d'électricité. Après, il y a une différence entre le subir et le choisir. Et là, à force de vouloir tout avoir tout de suite et toujours plus, en fait, on fait que accroître le risque un jour d'être contraint à énormément moins. C'est ce que m'inspire la question. Après, oui, peut-être arrivera le jour où on devra répondre à ce genre de questions. Et il faut s'y préparer d'une certaine manière, parce que s'y préparer, c'est une façon d'éviter que ça se produise. Zoé, Maurice ? Oui, je pensais aussi à ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, c'est pas une réponse à ce qui se passe actuellement en Ukraine, où voilà, les gens vivent sans électricité. Et on voit que dans notre monde actuellement, c'est extrêmement compliqué de vivre sans toute une série de prothèses que nous avons inventées et qui nous rendent la vie facile, mais qui nous rendent aussi extrêmement dépendants. Ça, c'est des choses que Ivan Illich avait déjà montré avec la voiture, par exemple, où il montre que la voiture, au départ, c'est un instrument de liberté, puis parce que la voiture existe, les services vont s'éloigner de plus en plus des lieux où habitent les gens, et alors qu'au début, on pouvait être complètement autonome et aller bénéficier de tous ces services à pied, parce que la voiture existe et parce qu'elle
transforme le système complètement, au bout d'un moment, la voiture devient un outil indispensable. L'électricité, c'est un petit peu la même chose. Les smartphones que nous avons, c'est un petit peu la même chose. C'est quasiment impossible de vivre aujourd'hui sans smartphone. On peut le faire, moi je le fais, mais ça devient de plus en plus compliqué. Donc la question qui est posée autour de l'électricité, c'est peut-être aussi la question de la capacité que nous avons à garder une certaine autonomie, c'est-à-dire à faire des choses par nous-mêmes et de ne pas être dépendant complètement d'un système qui nous entoure et qui nous emmène évidemment à être de plus en plus dépendants parce que c'est dans l'intérêt de ce système-là et des personnes qui pilotent ce système. Donc j'aurais tendance à dire, c'est intéressant de se poser la question, de se dire quelles sont mes dépendances par rapport à ce système et quelles sont mes capacités d'autonomie et à quelles conditions est-ce que je peux regagner en autonomie individuelle, collective par rapport à toutes ces prothèses qu'on nous propose en permanence. Et ça, c'est une réflexion qui est très intéressante et qui peut aussi contribuer à cette contre-culture dont on a parlé. Oui, mais ça me fait parler aussi du collectif. En fait, j'ai l'impression que si on a beaucoup moins de moyens, on a forcément, si on a une seule journée par semaine d'électricité, on a forcément moins d'objets électriques chez nous. On a forcément moins de possibilités de produire de l'énergie, de produire du coup notre nourriture chez nous. Et ça veut dire que peut-être, on se retrouve dans les salons des autres, là où le moment où ils ont eux de l'électricité, parce que en fait c'est là qu'il y a de la lumière ou du chauffage. Je sais qu'en Ukraine, c'est un peu ce qui se passe à l'échelle nationale en fait. Ils ont dû mettre des rationnements au niveau local et donc ils passent de région en région et ils coupent à certains moments l'électricité dans certaines villes pour que d'autres espaces puissent en avoir. Et c'est typiquement quelque chose qui peut se mettre en place aussi à l'échelle de ville, aussi à l'échelle de région. Et j'espère que ça nous fera arriver vers mutualiser plus d'objets parce que de toute façon il aura fallu changer nos gazinières et qu'il faudra bien trouver une manière de cuire des aliments, etc. Et puis de se retrouver dans d'autres espaces que dans nos habitats individuels. Oui, pardon, ça me fait juste penser à quelque chose, parce que c'est complètement en lien avec cette société d'apparente abondance dans laquelle nous sommes et de dépendance très forte aussi dans laquelle nous sommes. Ça me fait penser quand j'étais jeune, dans le village dans lequel j'habitais, sont apparues les premières télévisions. Il n'y avait pas de téléviseur avant, hein, ils sont apparus les premières télévisions. Et ce qui est assez marrant, parce que quand les premières télévisions sont apparues, c'était un moyen de sociabiliser les gens, parce que tout le monde n'avait pas la télé et les gens allaient les uns chez les autres pour regarder la télé et ils papotaient, ils discutaient, ils restaient boire un coup après le film qu'ils regardaient, etc. Et à partir du moment où la télé est allée dans tous les foyers, ça a été un instrument de séparation justement de ces relations sociales. Donc c'est intéressant, les instruments, en fonction de la manière dont on les utilise, ça peut avoir des effets intéressants ou des effets moins intéressants. Et donc cette question de rationner un certain nombre de choses, il faut se dire que c'est pas la fin du monde, c'est un autre monde, mais un monde qui peut être tout aussi intéressant. Alors évidemment, c'est différent quand c'est subi, comme l'a dit Arnaud très justement, que quand c'est choisi. Mais nous avons la possibilité de choisir cet autre monde. On ne vivra pas moins bien parce qu'on aura moins de choses, on vivra autrement et ça sera peut-être beaucoup plus intéressant au final. Une autre question ? On parlait d'économie sociale et solidaire tout à l'heure. Il y a cette notion qui est arrivée depuis quelque temps qui s'appelle l'économie circulaire. Je me souviens d'une interview de Philippe Biwix, qui est ingénieur centralien, qui a publié ce livre il y a quelques années, qui s'appelle L'âge des low-tech. On va pouvoir parler encore une fois de sobriété aussi. Et qui disait que c'est sympa l'économie circulaire, mais c'est encore un truc qui va faire pchit, que tout le monde va s'en emparer. Et puis souvent, on voit aujourd'hui, on oublie la première partie qui est les matériaux biosourcés, l'éco-construction, etc. et être plutôt sur le dernier volet de l'économie circulaire. Donc je voudrais bien vous entendre un petit peu là-dessus, et puis peut-être aussi, toujours dans ces constructions de récits, c'est quelque chose qui monte aussi depuis quelque temps, la croissance verte qui va nous sauver, la techno-ingénierie, etc. etc. Est-ce que vous avez des idées là-dessus ? Comment vous percevez les choses ? Économie circulaire, croissance verte. Moi, je voulais juste répondre sur la croissance verte. J'ai un peu plus de billes, ça m'énerve un peu plus aussi. Facile. En fait, moi, ce qui m'embête beaucoup sur la croissance verte, c'est qu'on continue d'aller vers l'idée qu'on peut continuer de consommer plus et de produire plus, tout en réussissant par la main de Dieu du marché de l'économie libre et néolibérale à
détruire moins notre planète et émettre moins de gaz à effet de serre. Et en fait, c'est juste absolument impossible. On a bien vu pendant le Covid que en fait, la meilleure voiture, c'est celle qu'on n'utilise pas. La meilleure voiture, c'est celle qu'on produit pas. Et que quand on arrête de consommer, ben forcément, on arrête de produire. Et donc, on arrête de polluer, on arrête de produire des gaz à effet de serre. Et pour moi, c'est vraiment quasiment contradictoire d'envisager les deux concepts les uns avec les autres. Et ça nous remet sur cette histoire d'abondance. Finalement, on n'en a pas énormément parlé, mais il y a vraiment une idée incroyable qui est que en fait, ce serait la fin de l'abondance maintenant parce qu'on est dans des conditions de confort un petit peu moins intéressantes qu'il y a quelques années. Mais en fait, cette abondance, elle n'a jamais existé. On a toujours été en situation de surproduction et de surexploitation. Et c'est parce qu'on est dans cette situation de surexploitation que maintenant, il y a urgence. Et comme on fait encore plus... comme on continue de ne rien faire, on continue d'aller vers de l'urgence de plus en plus, d'accumuler de l'urgence. Donc... il y a un vrai besoin important de s'arrêter et la sobriété, la meilleure manière d'y arriver, justement sans que ce soit contraint, c'est de l'organiser et de réorganiser la société pour commencer par ne plus consommer. C'est ce qui fait que si on isole un logement, on consomme moins d'électricité et qu'on ne perd pas en confort, on consomme moins. Et c'est pareil pour tout le reste. Et donc, ouais, je trouve que c'est vraiment un concept complètement contradictoire. Après, sur l'économie circulaire, je connais moins bien et je pense que c'est comme beaucoup de solutions qui sont apparues comme alternatives et dans l'envie que ça devienne de la norme, c'est à discuter, c'est à expérimenter, à transformer, à itérer pour qu'on puisse en faire quelque chose et qu'on lâche cette économie actuelle qui nous mène droit dans le mur, quoi. Oui, par rapport à ça, il y a un sociologue autrichien qui s'appelle Ingolfur Blühdorn qui a écrit un bouquin, alors qui n'a pas été traduit en français à ma connaissance, qui s'appelle Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit, c'est-à-dire une non-durabilité durable. Et dans cet ouvrage, il explique notamment que toutes ces prétendues bonnes solutions comme d'abord le développement durable, ensuite la transition, la croissance verte, la transition écologique, etc. En fait, c'est du temps acheté. Il appelle ça comme ça, gekaufte Zeit, c'est-à-dire du temps acheté pour ne surtout rien changer au modèle dominant dans lequel nous sommes. Et tout ça, ça permet de détourner un petit peu le regard du problème fondamental que nous connaissons tous, qui est que on peut pas imaginer une croissance matérielle infinie dans un monde qui est fini. Et il faudra bien que ça s'arrête un jour. Il vaut mieux que, encore une fois, que ce soit nous qui choisissions de changer de modèle que ce soit imposé par les écosystèmes planétaires qui nous diront simplement stop. Et on ne négocie pas avec la nature, hein. On peut négocier entre humains, avec la nature, non, ça marche pas. Et donc il dit que tout ça, c'est des systèmes, c'est des moyens qui permettent de gagner un peu de temps, parce que, au fond, alors ça c'est un autre problème qu'il évoque, c'est que nous avons culturellement acquis cette espèce de modèle dans lequel, Arnaud le disait et tu le disais aussi, on veut tout de suite maintenant et à n'importe quelle condition, quoi. Et ça c'est quelque chose qui est considéré comme un acquis dont on a culturellement du mal à se défaire, hein. Et c'est ça qui est très très compliqué, hein, cette espèce de tout de suite, parce que moi je veux, quand je veux, où je veux, c'est très très compliqué, hein. Et ça c'est considéré comme une sorte d'acquis, et se bagarrer un petit peu contre ça, c'est vraiment pas simple. Et donc juste pour terminer sur la question de l'économie circulaire, bien sûr c'est pas inintéressant en soi, mais ça me fait immanquablement penser aussi à ces fameuses mesures compensatoires, hein, qu'on met en place quand on fait des projets qui impactent l'environnement. Et la loi aujourd'hui dit d'abord éviter, ensuite réduire et à la fin compenser. Dans la pratique, on fait essentiellement de la compensation parce qu'on ne veut surtout pas éviter de faire des projets, parce que ça empêche la machine de tourner, de continuer à tourner à plein régime, quoi. Voilà. On a fait avec notre fédération européenne, on fait partie à travers France Nature Environnement du Bureau européen de l'environnement, qui est la plus grande organisation à cet échelon-là, 30 millions de personnes, une étude avec des universitaires pour voir ce qu'il en est du découplage entre la croissance économique et ses impacts environnementaux. Et donc ils ont comparé tout un tas d'études qui existent déjà sur le sujet. Et leur conclusion, en résumé, c'est que le découplage n'existe pas dans la durée et à l'échelle qu'il faudrait. Donc, c'est pas possible, la croissance verte n'est pas possible. Et l'économie circulaire, le concept, on comprend l'idée, mais pour l'instant, notre économie en France, si on regarde, elle n'est même pas circulaire à 10%.
Donc, dans les délais qui sont les nôtres, quand vous savez un peu ce que raconte le GIEC ou son équivalent pour la biodiversité, l'IPBES, si on regarde juste ces deux grands défis qu'on a à relever, à très court terme, d'inverser les tendances, l'économie circulaire à 100%, là, très rapidement, ça semble relativement compromis. Bon, il y a des objectifs à l'échelon européen maintenant qui nous donnent des horizons à 2050, d'être neutre en carbone, d'être zéro artificialisation des sols, d'être zéro pollution, etc. Bon, c'est bien, ça commence à bouger, mais on peut douter de la faisabilité si les mentalités, les comportements n'évoluent pas, hein. Là, on a besoin de remise en question individuelle et collective, c'est obligatoire. Et il y avait une troisième dimension dans ta question, il me semble. Hein. Le côté low-tech aussi. Exact. Est-ce que les low-tech, les outils low-tech peuvent-ils être une solution en fait en comparaison notamment de la géo-ingénierie ou de toujours plus de technologie, quoi, hein. Et donc cet aspect-là de la question, en fait, très lié aux deux autres, hein. On a d'un côté ceux qui disent oui, les solutions techniques, il n'y a que ça. Bon, c'est un peu caricatural, hein, parce que certains d'entre eux ils disent que oui, on peut aussi mettre en œuvre des solutions relativement simples et maîtrisables par tout un chacun. Ça, c'est les low-tech. Et bon, on peut imaginer, si tout se casse pas la figure trop rapidement, d'avoir à la fois des nouveautés technologiques, mais si elles sont bien pensées et à moindre impact, qui peuvent, mais si ça fait l'objet d'un consensus, il faut du dialogue, il faut beaucoup plus de démocratie autour de ces sujets-là. Ça manque énormément parce que quand on parle de relocalisation de l'industrie, notamment en ce moment, là, depuis le coronavirus, on ne nous questionne pas sur quel type d'industrie relocaliser pour produire quoi, parce qu'on n'est pas forcément contre l'industrie, mais pour quelle production, qu'est-ce qui a besoin d'être produit de façon industrielle près de chez nous, et qu'est-ce qu'on devrait juste abandonner, ou qu'est-ce qu'on devrait, plutôt que de le produire de façon industrielle, produire de façon artisanale, hein, et donc de façon beaucoup plus solide, réparable, etc. Donc là, c'est des changements de modèle économique qui adhèrent aussi. Et je finis sur la géo-ingénierie, parce que là, c'est proprement beaucoup plus dangereux à notre sens, parce que c'est sur des échelles d'impact potentiellement planétaires, et c'est pour nous beaucoup trop risqué, quoi. Jouer aux apprentis sorciers en balançant dans l'atmosphère du soufre ou dans les océans des oxydes, différents métaux pour développer le plancton d'un côté ou pour opacifier le ciel de l'autre. Enfin, ce genre de choses nous semble hyper dangereuse, et une forme de fuite en avant, oui, comme il disait Maurice, quoi. Tenter de gagner du temps avec un système où une minorité pourrait continuer à faire du business sur le dos d'une majorité. Question ? Je poursuis sur l'idée de relocalisation des activités. Pardon. Est-ce que il y a des métiers possibles, de nouveaux métiers dans cette transition écologique ? Puisqu'on nous parle de beaucoup de nouvelles activités possibles, qui dit compétences, qui dit poste, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez réfléchi aussi dans vos organisations respectives, puisqu'on pourrait parler de la nature en ville, de la place de l'animal en ville, des mobilités, etc., qui peuvent être pourvoyeurs de travail en fait pour les gens, puisqu'il s'agit de ça aussi en fait. Ah oui, bien sûr que dans une nouvelle économie, bien sûr que vu l'urgence de la situation et le nombre de choses qui font qu'on transforme, il y a des nouveaux métiers. Moi, les premiers métiers qui me viennent à l'esprit quand tu nous poses cette question, c'est des métiers qui existent déjà, qui sont le métier d'agriculteur. Et en fait, on a clairement... Paysans. De paysans. On peut, en tout cas, des personnes qui travaillent la terre, on a clairement besoin qu'il y ait des personnes qui travaillent la terre, notamment en France, parce que nos agriculteurs et nos paysans, ils partent à la retraite. Et la population baisse tous les ans, alors qu'on a absolument besoin qu'il y ait de l'agriculture ou de la paysannerie sur le territoire. Et de la même manière, bien sûr que justement, si on va vers du low-tech, bien sûr que si on va vers des entreprises de plus petite taille, bien sûr que si on va vers beaucoup plus de commerce de
proximité pour qu'on n'ait pas besoin de reprendre la voiture, qu'on va vers des campagnes qui sont plus actives, avec plus d'activité économique, il y aura d'autres métiers à inventer. Et il y a des métiers à tous les niveaux, hein, depuis travailler avec ses mains jusqu'à des personnes cadres qui auront envie de réfléchir à des choses. Donc ouais, bien sûr qu'il y a énormément de choses à faire, et il y a même des propositions. C'est possible à l'heure actuelle, si l'État le désirait, de soutenir cette économie-là en faisant des emplois verts et en provoquant des personnes qui iraient en fait sur ces domaines qui ont besoin d'activités économiques en plus. Mais on a besoin d'argent. Et quand on voit comme justement l'ESS, comme l'agriculture ou la paysannerie, comme les associations qui travaillent sur ce genre de sujet, autant dans le solidaire, comme les hôpitaux, toute la santé qui est en train de mourir la bouche ouverte alors qu'on a besoin d'eux, on se rend bien compte qu'il y a un problème aussi au niveau économique et dans les choix étatiques, quoi. Oui. Alors, il me semble que ce qui est important, c'est... on voit bien qu'il y a une recherche de sens aussi dans les métiers autour des générations qui sortent aujourd'hui des formations et qui cherchent des métiers qui aient du sens. Et des métiers qui aient du sens, et des métiers probablement aussi qui sont davantage insérés dans des relations sociales, dans du contact avec d'autres personnes. Or, là, ce qu'on voit, par exemple, dans les supermarchés, on ferme des caisses, on a de plus en plus de caisses automatiques, donc on va exactement à l'inverse. Et on aurait besoin d'avoir des activités qui recréent du lien social aussi, c'est extrêmement important. Et tu as évoqué des domaines, il y en a plein. Alors j'avais aussi pensé à l'agriculture, je pense qu'Arnaud va aussi parler d'agriculture, mais juste pour fixer les idées, hein, on a aujourd'hui 1% de la population active qui est agricole et qui gère 50% du territoire. Il faut s'imaginer ça, hein. 50% du territoire français, il est cultivé par 1% de la population active. C'est évidemment que ça ne peut pas fonctionner à long terme dans cette situation-là. Il faut évidemment revenir vers des exploitations agricoles qui soient de nouveau à taille un petit peu plus humaine et qui soient de nouveau mieux connectées avec les écosystèmes pour pouvoir pratiquer une agriculture qui soit plus respectueuse de ces écosystèmes-là. Et avec 1% de la population active, on n'y arrivera pas. Parce que ça, c'est forcément de la mécanisation, c'est forcément des intrants chimiques, etc. Donc il y a plein, alors je pense qu'on ne va pas tout citer, mais il y a bien entendu toute une série d'enjeux qu'on a évoqués aujourd'hui et qui nécessitent aussi du travail, de l'investissement avec des métiers, avec aussi la possibilité de faire en sorte que ces personnes puissent être rémunérées. Et donc c'est aussi un investissement probablement au niveau des collectivités. On ne va pas aller vers tout collectif évidemment, je pense que l'entreprise privée a sa place, hein, dans ce système, mais il y a un certain nombre de choses, tu parlais des communs tout à l'heure, qui sont de l'ordre des biens communs et qui justifient aussi qu'il y ait un réinvestissement des collectivités locales sur un certain nombre d'enjeux, y compris par la fourniture d'un travail qui puisse être rémunéré dans ce sens-là. Arnaud ? Ouais, oui, je fais partie du 1% et j'avais la bêche en main, quoi. J'étais dans les champs cet après-midi. Maintenant, oui, tout ça, il y a des emplois et je parlais aussi d'artisanat avant, peut-être plutôt que d'industrie sur certaines productions. Enfin, pour des produits plus durables, mais ça veut dire aussi moins souvent et plus cher. Et ça, il faut accepter aussi de revoir un peu nos priorités, à un titre individuel et pas que collectif. Alors collectivement, oui, il faut peut-être s'enlever les publicités de nos rues partout là qui nous pourrissent le cerveau. Et puis sur les outils électroniques, on peut les bloquer, quoi. Mais là-dessus, il y a un travail culturel à faire pour un peu se laver de ces bêtises. Et faire de nouveau des choix intelligents. Parce que si les produits sont réellement bons pour l'humain et les autres espèces, ça va se savoir par le bouche à oreille. J'ai pas besoin de publicité pour me faire croire ça, quoi, hein. Ça va être par l'expérience des uns et des autres, ceux en qui j'ai confiance. Et deuxièmement, ce que je voulais signaler, c'est que avec, encore une fois, le collectif Plus Jamais Ça, qui s'est constitué au moment du coronavirus, hein, en réaction à ce qui se passait, on a produit, entre autres, un petit document sur les emplois. Donc je vous invite là aussi à aller le regarder. Il y a différentes idées dedans sous différents angles. Ça vaut le coup d'œil.
Tu parlais d'artisanat à l'instant. Depuis quelques temps, on redécouvre aussi la pensée, le travail de William Morris, en fait. Il y a une belle expo à Roubaix, si vous avez l'occasion d'aller là-bas. C'est quelqu'un qui était utopiste, penseur, artisan, artiste, poète, traducteur anglais de la fin du 19e, 20e siècle. Un numéro de Social Terre, je crois que c'était cet été, avait la une, était un extrait de tapisserie de Morris. Et William Morris pensait fortement justement pour lutter contre la laideur des produits manufacturés, de travailler le beau et de promouvoir le geste de l'artisan. Donc est-ce que là aussi c'est un levier possible pour sortir de l'abondance et relocaliser? Et puis si on est dans cette logique de mobilité, finalement la meilleure mobilité c'est celle qu'on ne fait pas, donc de travailler pas très loin, ou de pouvoir prendre un transport en commun. Est-ce qu'on n'a pas là non plus négligé notre réseau d'artisans à différents niveaux, en fait? Oui, certainement, mais comme dit, ça nécessite de revoir ses priorités. Alors collectivement, je le redis, il faut dégager la publicité, et puis individuellement, il faut réallouer les quelques euros qu'on a différemment. On se le disait avec Maurice avant de débuter, entre autres conversations qu'on a eues, il y a quelques décennies en arrière, à l'époque où en France, on était à peu près à une empreinte écologique collectivement de 1 planète par an, donc en gros, ce que la planète, les écosystèmes peuvent nous offrir et absorber en retour de nos déchets chaque année. Donc on était à peu près à l'équilibre. Dans les années 70, fin des années 70, on n'avait pas un confort dégueulasse, etc. Enfin, on peut imaginer des modes de vie, même si on va sur du plus low-tech enfin bref, je referme cette parenthèse-là, mais disons... Là-dessus, on était à 40%, grosso modo, du porte-monnaie qui partait dans l'alimentaire. Aujourd'hui, on est autour de 10%. On est passé de 40% à 10%. Enfin, il ne faut pas s'étonner derrière qu'on ait une eau polluée, une biodiversité déglinguée. Il y a forcément eu de la mécanisation et de la chimie dans l'agriculture. Venez pas pleurer après pour vos cancers et compagnie. Enfin, il faut vraiment se réveiller là, il faut un peu se bouger. Se questionner d'où ça vient, c'est forcément trouver les réponses très facilement. C'est pas être simpliste que dire ça, il y a un tas d'études pour en attester. Et alors, j'en reviens à la question sur l'artisanat, sur le beau et sur les transports aussi, parce que tu as rajouté allons-y. Il y a une expression que je trouve sympa, c'est « la beauté sauvera le monde ». L'artisanat, il a cette capacité aussi de faire des petites séries, voire adaptées au cas par cas. Et donc, si on se lave un peu le cerveau de cette publicité qui nous formate, qui nous fait croire que c'est ceci ou cela qui est désirable, que c'est ceci ou cela qui est beau, quelque part, chacun va aussi s'épanouir et développer sa sensibilité et son goût pour les choses, pour les autres, pour le vivant en général. Et l'un ou l'autre ira voir son artisan ou en faisant produire quelque chose d'adapté et de beau, quoi. Donc là, la réponse sur le beau, sur l'artisanat et celle des transports, oui, forcément, après les choix de vie, les lieux de vie, les choix d'activités qu'on va avoir et les relations qu'on va avoir avec ceux qui nous entourent et leurs activités à eux, et le fait d'aller mettre les sous chez eux plutôt qu'ailleurs, en les poussant à faire plus responsables, ça va avoir un impact sur l'évolution de la société. Vous souhaitez réagir, Maurice, Zoé? Oui, moi j'ai une réflexion sur l'artisanat qui est que, en fait, je partage complètement l'intérêt du beau et l'intérêt du bien fait, surtout dans le sens bien fait qui dure longtemps, qui soit de suffisamment bonne qualité pour qu'on n'ait pas à en changer, ou alors qu'on puisse changer juste certaines pièces, parce que c'est ce qui permet de moins produire de déchets, c'est ce qui permet de moins utiliser du coup de matières premières. Ma question actuelle, ma réflexion actuelle, elle est sur l'artisanat dans un espace capitaliste à côté. Parce que justement ça devient juste beau et plus utile dans le sens, alors il y a des objets qui continuent d'être utiles, mais déjà c'est assez inégalitaire au niveau économique parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des objets qui sont faits par des artisans ici. Et c'est bien triste d'ailleurs, mais c'est la réalité actuelle. Et en plus,
on pousse nos céramistes qui pourraient, par exemple, ou des personnes qui travaillent le bois ou des personnes qui travaillent le métal, on pousse ces personnes-là à devenir surtout des artistes et moins des artisans, dans le sens où en fait c'est des objets qu'on ne va pas utiliser dans la vie de tous les jours parce qu'il y a Emmaüs, vous êtes bien placé pour le savoir, on n'a pas besoin des assiettes des céramistes si on a déjà des milliers qui existent déjà et qui effectivement sont moins belles, moins de bonne qualité, qui vont se détériorer plus facilement. Et donc je me dis d'ailleurs qu'en termes de création de métiers et de nouveaux métiers, il y a aussi toute cette filière de réutiliser ce qui est un peu vieux, un peu cassé, un peu inutilisable en l'état et de savoir ce qu'on en fait. Et il y aura de l'artisanat là-dessus aussi d'ailleurs, et d'ailleurs il y en a qui le font déjà très bien. Et moi j'aimerais en arriver à un monde où nos artisans redeviendront l'interlocuteur normal et utile pour acheter les objets du quotidien. Et donc ça passe d'abord par transformer beaucoup notre économie. Maurice, un mot ? Oui, je ne vais rien dire d'original par rapport à ce qui a déjà été dit. Simplement, je pense que ça repose la question du rapport à l'objet et ce que représente l'objet et pourquoi est-ce qu'on achète cet objet et pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Et vous l'avez déjà évoqué tous les deux, hein, la publicité, ça ne sert pas à nous faire acheter des choses dont on a besoin. On sait soi-même ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de pub pour savoir ce dont on a besoin. Mais ça nous sert à nous donner envie d'acheter des trucs dont on n'a justement pas besoin. Et de créer un désir et on le sait aussi, hein, les études psychologiques ont montré que ce qui génère des hormones du plaisir, c'est l'envie d'acheter et ensuite la décision d'acheter. Après l'objet, on le met dans un tiroir, mais ce qui a provoqué du plaisir, c'est l'acte. Donc, et ça, c'est évidemment, la publicité joue énormément là-dessus. Donc la question de l'artisanat de l'objet, c'est revenir peut-être à une économie qui produise des biens dont nous avons vraiment besoin, et tout le reste, ça ne se règle pas par l'acte d'achat, ça se règle par des relations sociales. Et tout le travail autour de ce qui génère des hormones de plaisir, ça peut se faire autrement, je ne vous fais pas un dessin, que d'aller acheter des trucs dont on n'a absolument pas besoin. Et par rapport à l'artisanat, il faut aussi se rappeler que dans les sociétés principalement paysannes, on était tous plus ou moins artisans. On développait tous à certains moments de l'année, suivant l'activité qu'on avait, plutôt élevage, agriculture, polyculture ou autre. On avait des moments de creux où on développait en complément, soit par nécessité, soit par temps libre, des talents. Et donc, on peut aussi imaginer une société où si on diminue le temps de travail au sens du salariat ou même de l'activité économique rémunératrice, si on est indépendant, où les uns les autres développent des talents, créent, fabriquent, réparent et échangent ou se revendent. Enfin, une autre forme d'économie plus informelle est beaucoup plus je sais pas, rhizomatique ou quelque chose comme ça qui se verrait moins. Il y a peut-être des signaux faibles de ça qui existent déjà, en tout cas en ville, mais à la campagne, c'est encore très très présent. C'est encore très très présent et on se file des coups de main et on s'échange des machines et on se refile des pièces ou autre. Enfin, il y a une forme d'artisanat aussi qui n'est pas forcément celle à laquelle on pense directement quand on en parle. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Alors je vais revenir sur une petite question qui avait eu, enfin un moment de discussion qui était précédent. Outre le fait de changer de système et les modèles économiques sans lesquels ça n'aurait pas de sens, est-ce qu'on va pouvoir réellement se passer de la géo-ingénierie quand dans certaines parties du monde le couple humidité-température devient vivable ? Arnaud, puisque tu as parlé de géo-ingénierie. À ma connaissance, il y a... Alors là, ça voudrait dire qu'on mettra en place des dispositifs de géo-ingénierie qui prétendraient tellement ralentir le dérèglement climatique que ces zones-là, il n'y aurait plus les vagues de chaleur humide qu'on commence à connaître et qui vont s'amplifier dans les temps à venir. Je sais pas si politiquement il y aura des moratoires là-dessus ou pas. Ce que je constate juste, c'est que très récemment, il y a quand même de plus en plus, et ça c'est pas forcément de la géo-ingénierie, mais c'est un rapport indirect avec ce genre de questions. Il y a un moratoire qui commence à être demandé par plus en plus de pays sur l'exploitation des fonds marins où se trouvent des nodules polymétalliques.
parce que certains se disaient tiens, c'est un endroit facile pour aller chercher peut-être des métaux plutôt que de prélever ça dans nos sous-sols. Donc on sent bien quand même que par une exigence qu'on a d'essayer de se réinsérer dans les cycles de la nature, parce qu'on on commence à comprendre et à accepter qu'on ne peut pas prétendre la maîtriser et qu'il faut qu'on fasse avec si on veut durer. Donc on est en train d'aller dans ce sens-là et on arrive à le faire comprendre à nos dirigeants qui eux-mêmes vont dans cette direction. Donc de là à ce qu'il y ait quand même de la géo-ingénierie, je ne sais pas, pour l'instant j'aurais tendance à croire que non, qu'on va être raisonnable, parce que c'est tellement risqué et qu'il n'y a pas de garantie que ça réussisse en plus. Et donc du coup la contrepartie, ça signifie que tant qu'on n'aura pas fait assez de chemin pour que nos émissions baissent, que par ailleurs on s'adapte suffisamment et qu'à un moment donné les équilibres reviennent au point que dans certains espaces ça soit nouveau vivable, ça voudra dire aussi savoir accueillir les populations de ces espaces-là ailleurs. C'est ça que ça signifie aussi et à quoi on devrait travailler beaucoup plus. Il me semble que cette question, elle pose, on est en fait dans une espèce de scientisme où on a l'impression que c'est par la technique qu'on résoudra toute une série de problèmes et on n'ose pas aborder le fait que ce sont des problèmes qui vont se résoudre au plan humain. Et Arnaud l'a évoqué, j'allais le dire, hein, c'est aussi une question de solidarité avec ces populations. Bien sûr, il y a des choses qui sont parties. Il y a des populations qui vont vivre des contextes extrêmement difficiles hein, dans les années, dans les décennies à venir. C'est probablement pas par la technique qu'on va résoudre le problème, parce que ce scientisme qui nous promet le bonheur depuis le 19e siècle, il nous a exactement amené dans l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc plus de scientisme, ça ne va pas forcément résoudre le problème dans lequel nous sommes. Ce serait plutôt d'en faire un peu moins et d'essayer d'aborder les problèmes sous un autre angle. Et cet angle, ça peut être effectivement de la solidarité. Hein, plutôt que de laisser crever les gens en Méditerranée, comme ça on ne les voit pas, ça serait de se dire, bah oui, nous sommes responsables d'une certaine façon des situations difficiles dans lesquelles se trouvent ces populations. Pardon, la moindre des choses, c'est que nous ayons le courage d'assumer ces responsabilités et de les accueillir, et pas forcément de vouloir encore leur faire croire que par la technique, nous allons résoudre les problèmes que nous avons nous-mêmes posés. Mais là encore, ça pose, et votre question est intéressante de ce point de vue-là, ça pose la question de notre capacité à nous autolimiter par rapport à un certain nombre de trucs. Et je pense que nous ne sommes actuellement pas suffisamment mûrs, en tout cas au niveau des dirigeants, pour nous autolimiter. On revient sur la réflexion de Jacques Ellul, hein, où la technique a atteint une telle autonomie dans notre société, où on fait les choses parce qu'on sait les faire, on ne se pose plus la question des finalités, et surtout on n'est pas capable de se dire on va arrêter un certain nombre de trucs parce que c'est manifestement, quand on fait le rapport coût-bénéfice, ben manifestement c'est pas intéressant. Et on a beaucoup de mal à faire ça. Parce que, aussi, les choses qui décident de notre avenir, ça ne se passe pas dans les parlements démocratiquement élus, ça se passe dans les conseils d'administration des multinationales. Et ça, c'est un énorme problème auquel nous sommes confrontés et qui explique aussi pourquoi on a beaucoup de mal à faire bouger ce système tel qu'il est, parce que ce système est davantage mu par les actionnaire que par les parlementaires, quoi. Et là, on a besoin de rééquilibrer ce rapport de force, et ça veut dire un engagement citoyen qui dépasse le fait que nous sommes des consommateurs, qui fait que nous sommes des citoyens et que nous soyons prêts à nous engager au quotidien dans ces rapports de force pour rééquilibrer ce rapport en faveur d'une politique qui aille dans le sens de la population et qui aille pas dans le sens des actionnaires. Oui, non. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je crois qu'on arrive doucement vers la fin. J'aurais aimé juste vous entendre sur deux petites choses, en fait, sur cette notion d'écocide, rapidement, puisque il est question de ça quand même aussi. Et puis, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer. Cette tribune, ça va peut-être un peu ensemble, publiée par Frédéric Lordon l'année dernière sur les pleurnicheurs du vivant, hein, puisque
la thématique de ce week-end, c'est lutter pour le vivant. Où il disait en substance, hein, je la fais un peu courte, on n'a pas pleuré sur la fin de la classe ouvrière, mais en revanche, qu'est-ce qu'on est nombreux à pleurer sur la fin du monde, sur la fin de la planète. Donc c'était un brin provocateur, évidemment, et puis ça a suscité pas mal de réactions. Donc voilà, rapidement, peut-être pour conclure ou pour continuer, hein, puisque de toute façon c'est jamais fini. On prendra aussi 1 minute pour parler de vos associations et notamment le réseau climat, Strasbourg Action Climat, et puis le réseau nature. Voilà. L'écocide, pleurnicheur du vivant. Bon, peut-être que inconsciemment, on sent que si on n'en a pas conscience, du moins, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Donc, ça fait peut-être un peu plus de bruit que la disparition entre guillemets de la classe ouvrière dont il était question là dans sa tribune. Après. Sur l'écocide, et c'est pas que c'est, je veux pas évacuer comme ça rapidement ce que lui soulevait par rapport à la classe ouvrière ou aux intérêts divergents qu'il peut y avoir entre une minorité qui a un mode de vie hyper impactant. Quand on regarde les indicateurs climat, on peut le redire, hein. Tout à l'heure on en parlait déjà un peu de ces choses-là, mais il y a la moitié de la population française en dessous du revenu médian. Elle est déjà respectueuse des objectifs de la stratégie nationale bas carbone 2030. Déjà aujourd'hui en 2022, de façon contrainte, parce que son mode de vie ne lui permet pas. On ne dit pas que tendanciellement, si elle avait plus de revenus, elle le ferait. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt de façon contrainte. Elle peut pas polluer plus, en tout cas impacter plus le climat. Elle est déjà respectueuse de ses objectifs. Et que dans la moitié supérieure, donc au-dessus du revenu médian, c'est une minorité, hein, c'est les 10% les plus aisés qui impactent quasiment pour moitié, hein, le bilan climat de la France, pour dire ça de façon un peu caricaturale. Mais on a besoin de demander des efforts appropriés aux uns et aux autres. Ça c'est évident. Donc juste pour faire un peu écho, alors disparition de la classe ouvrière ou pas, enfin c'est juste pour faire un peu écho à ça, hein. Alors sur l'écocide, ça rejoint un peu l'autre façon que j'avais d'aborder la question par rapport au pleurnicheur du vivant, la branche sur laquelle on est assis, qu'on serait en train de scier. Oui, parce que d'une certaine façon, c'est plus qu'un génocide. Enfin, c'est une forme on tue le reste du vivant, on se tue avec, d'une certaine façon aussi. Alors, l'écocide, certains cherchent à en faire un objet de droit, du même ordre que le génocide. C'est pour les idées qu'il y a derrière et le débat que ça génère, c'est intéressant. De façon pratico-pratique, pour nous qui sommes à l'origine de l'essentiel du droit de l'environnement en France, hein, la création du ministère, les premières grandes lois de protection de la nature, premiers espaces protégés, l'essentiel de la jurisprudence aussi, hein, plus de 80% de nos actions nationales contentieuses par chaque année sont victorieuses. On le connaît bien, on le fait avancer de façon concrète en protégeant sur le terrain la nature déjà. C'est un peu des discussions de salon, quoi. Ces histoires d'écocide et puis les autres histoires de droit de la nature, vouloir donner une personnalité juridique à une rivière, à un fleuve, machin. Enfin, c'est très joli, quoi. Quand on regarde la culture des Yanomami ou je sais pas quel autre tribu de chasseurs-cueilleurs, c'est super, quoi. Ils ont une vision du monde et tout. On pourrait imaginer un droit en rapport avec ça, mais ici, on n'est plus animiste et on a construit un droit qui est différent et on n'a pas le temps, on n'a pas le luxe de faire évoluer si vite la culture. Il faut appliquer déjà le droit qui existe. Donc l'écocide, pourquoi pas un jour, si ça vient et si ça peut servir à faire des exemples et à obliger des entreprises ou des gouvernements ou autres à changer leur comportement. Mais démontrer qu'il y aurait eu écocide, ça semble hautement improbable à nos juristes à l'heure actuelle. Et donc,
Nous, on ne met pas énormément d'énergie sur ce sujet, ni sur les droits de la nature, parce qu'il y a déjà du droit de l'environnement qui protège les espèces vivantes, et c'est concrètement nos bénévoles et nos juristes qui travaillent là-dessus pendant que d'autres se font mousser dans les médias et nous font perdre du temps quelque part, quoi, hein. Parce que l'énergie, il faudrait plutôt la mettre dans nos associations pour qu'on gagne les combats sur le terrain, qu'on ait possibilité d'aller en justice, parce que c'est pas gratuit non plus. Et c'est ça que j'ai envie d'en dire, hein. Alors, il nous reste 1-2 minutes. On va rebondir sur l'énergie citoyenne, peut-être pour parler de Strasbourg Action Climat et puis pour parler du réseau nature, peut-être. 2 minutes, je crois que c'est timé. J'aurais pas dit grand chose de plus de toute façon. Moi je pensais un peu à ça aussi. Pour moi l'écocide il a surtout une utilité dans la bataille culturelle et pour nous outiller sur avoir d'autres mots et pour pouvoir parler de ce qui est en train de se passer sur la biodiversité et avec le climat. Et après je partage aussi que par contre au niveau juridique, alors il se passe des choses et la bataille culturelle elle avance. On a eu l'affaire du siècle l'an dernier où justement c'est des ONG qui ont réussi à mettre la France devant sa situation d'inaction climatique et à potentiellement la faire payer. Alors on verra ce que ça donne, mais clairement France Nature Environnement le fait depuis un bout de temps et c'est pas beaucoup mis en lumière et c'est pas la seule association à le faire et il faudrait aussi y mettre de l'énergie parce que c'est là que ça se passe aussi au niveau du plaidoyer. Et effectivement, ça se passe aussi au niveau militant. Nous, on a Alternatiba, on s'est aussi construit en étant la force citoyenne sur le terrain de structures comme France Nature Environnement ou comme les Amis de la Terre aussi plusieurs fois, surtout en désobéissance civile quand on a été avec Action non violente COP21 dans des sociétés générales pour dire qu'on n'était pas d'accord avec leurs investissements fossiles à l'étranger, par exemple, ce genre de choses. Et pour dire un petit mot sur Strasbourg Action Climat, c'est effectivement un intercollectif qui est assez récent en termes de juste organisation et qui découle du fait que depuis les années depuis que nos collectifs existent sur Strasbourg, on a souvent discuté, justement, on a souvent fait réseau, mais pas de manière reconnue. On n'avait pas de mots pour le dire, on n'avait pas forcément d'espace pour se rencontrer, discuter, déjà partager, parce qu'en fait, on travaille de manière très très différente selon les structures, même si parfois on a l'impression que nos structures se ressemblent. Et puis pour pouvoir être un peu plus fort ensemble, on se rend bien compte que quand il s'agit de rencontrer des élus, quand il s'agit d'organiser des gros événements, quand il s'agit d'organiser des grosses mobilisations justement pour de désobéissance civile, on est plus fort quand on travaille ensemble. Et c'est pour ça que ce collectif existe. Et notamment, il existe ce week-end avec un stand tournant où au lieu de nous taper en tant que militants un week-end entier, 2 jours entiers de stand, et ben, on a juste quelques heures et c'est super confortable. Et je sais pas, en plus, comme c'est assez récent, je pourrais pas citer tous les collectifs qui sont là, mais on est quand même assez nombreux sur le côté militant pour l'écologie, avec l'envie de discuter avec les autres réseaux aussi. On s'est constitué notamment avec pas mal d'assauts du social aussi à l'époque où on portait le pacte pour la transition, donc il y a quelques années, quand la municipalité a été renouvelée, les candidats aux mairies se sont engagés pour certains, et certains ensuite ont été élus, notamment Jeanne Barzeguian et Daniel Dambar, se sont engagés sur un pacte avec 32 mesures qui sont hyper intéressantes au niveau citoyen, vraiment pour l'écologie et le social. Donc ça partait un peu de là et on continue ce genre d'action par exemple. Et donc vous pouvez nous rencontrer tout ce week-end sur les stands. Maurice Vince, le mot de la fin et le réseau nature. Ouais, j'ai 10 secondes. Hein. Simplement, par rapport à ce qui a été dit, on a un droit de l'environnement en France qui est assez progressiste. Il faut juste que l'État veille à le faire appliquer, quoi, tout simplement. Il faudrait déjà commencer par ça, effectivement. Alors, le réseau nature, je n'en suis plus responsable à l'heure actuelle, mais c'est un des différents réseaux thématiques qui existent au sein d'Alsace Nature, hein, qui elle-même existe depuis 1965. Et donc, pour essayer de formuler à la fois des propositions et d'être aussi présent dans toutes les instances de concertation, on a développé toute une série de réseaux thématiques. Il y a la nature, il y a l'agriculture, il y a la forêt, il y a l'énergie, un réseau qu'on a réactivé tout récemment, et il y en a plein d'autres, et dans lesquels les membres d'Alsace Nature, que ce soit des personnes individuelles ou des associations fédérées, travaillent ensemble pour élaborer les propositions de notre fédération sur ces différents sujets, en lien évidemment avec France Nature Environnement, qui est notre fédération nationale, qui a les mêmes réseaux, hein, et donc on échange
à la fois d'un point de vue vertical et d'un point de vue horizontal autour de cette thématique. Donc toutes les personnes qui souhaitent travailler sur la question de la protection de la nature, par exemple, puisqu'on est sur ce réseau, si elles sont membres d'Alsace Nature, peuvent participer aux travaux de ces réseaux. Voilà. Juste encore une dernière seconde, si tu permets. J'ai parlé tout à l'heure de missionnaires. Alors évidemment, aujourd'hui, je pense qu'on a parlé plutôt entre personnes convaincues, mais c'est pas grave, ça permet de reprendre un peu d'énergie, d'avoir éventuellement quelques arguments complémentaires. Et ce qui est important par rapport à ce qu'on a dit tout au long de cette table ronde, c'est que tout le monde fasse ce travail de conviction, de bouche à oreille, tout le temps, au quotidien. Et c'est comme ça qu'on arrivera à diffuser les idées. C'est notre rôle. Si nous avons des convictions, il faut arriver à les faire partager. C'est notre rôle de citoyen. C'est aussi ça qui fait la beauté de notre présence sur cette planète. Merci à vous trois. Le marché off, c'est parti.